Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des résultats semestriels 2025 de la société Semco Technologies. Je suis accompagnée de Laurent Pellissier, président-directeur général, José Hernandez, directeur général délégué et Evan Ingret, directeur administratif, financier et RH. Tous les trois vont à présent faire un point sur l'activité, les performances financières semestrielles et les perspectives de la société. Et à l'issue de la présentation, le management se tiendra à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci de poser vos questions par écrit dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Et je passe à présent la parole à la société. Merci. Je vais laisser Evan et José se présenter, puis je reprendrai la parole. Donc, José Hernandez, directeur général délégué de Semco. Chez Semco depuis plus de 30 ans, depuis le début de l'activité Chuck à Semco, différents postes de production, qualité, opération, et depuis l'arrivée de Laurent, depuis une petite dizaine d'années en tant que directeur général. Et pour ma part, Evan Ingret, donc directeur administratif financier du groupe ECM et de Semco Technologies. Donc moi, j'ai une expérience d'un peu plus de 10 ans dans la finance, 6 premières années au sein du cabinet KPMG en audit, et ça fait bientôt 5 ans maintenant que j'ai rejoint le groupe ECM, où j'ai en charge donc l'animation et la supervision de l'ensemble des branches du groupe, et plus spécifiquement de Semco Technologies, qui est la pépite de notre groupe. Et donc, Laurent Pellissier, je suis président de l'ECM Group et de Semco Technologies. L'ECM Group réalise un peu plus de 160 millions de chiffre d'affaires. Et on est un groupe industriel autour des équipements, des composants gaz et bien sûr des e-chucks. Alors, qu'est-ce qu'un e-chuck pour ceux qui ne le connaissent pas encore? C'est une pièce qui est installée dans les machines qui permettent à un wafer qui est en silicium, par exemple, d'être transformé en plaquette de semi-conducteur. C'est la seule pièce qui est en contact avec le wafer pendant le process. Donc, c'est une pièce qui est très importante. Elle doit être plane, elle doit tenir le wafer pendant le process, elle doit amener le moins d'impuretés possible et thermaliser le wafer. C'est le facteur X qui fait que grâce à cette pièce, la machine est plus performante que si cette pièce n'était pas intégrée dans l'équipement en question. Alors, quelques chiffres sur Semco. Semco est un pure player dans les e-chucks. On est situé à Montpellier. On a 700 mètres carrés de salle blanche à Montpellier. On est 56 collaborateurs, dont 25% sont des ingénieurs. Le chiffre d'affaires de 2024 était de 26,4 millions d'euros. Au premier semestre 2025, nous avons fait 16,6 millions d'euros. On a une croissance forte de 2016 à 2025, puisqu'elle est en moyenne de 21,8%, près de 22%. La marge en 2024, l'EBIT était de 36,8%, et là, sur le premier semestre, elle est de 38,6%. On réalise 100% de notre chiffre d'affaires à l'international, 10% en Europe, 50% en Asie et 40% aux États-Unis. Nous sommes implantés dans ces différents pays, à la fois en Asie, aux États-Unis et bien sûr à Montpellier où on fabrique des e-chucks. Donc là, vous voyez sur votre gauche une machine qui vaut plusieurs millions d'euros, dans laquelle sont intégrés 5 e-chucks. Ces e-chucks permettent, comme je l'ai dit, de faire la différence. C'est vraiment le facteur X de la machine. Bien que nos e-chucks soient bien plus chers que ceux de nos confrères, voire 10 fois plus chers à peu près, le prix est très faible par rapport au service rendu. On a un gros price power et on est porté par toutes les puces de nouvelle génération liées à la miniaturisation, la densification des wafers avec des puces en 3 dimensions, la réduction de la contamination des wafers, des besoins en puissance, notamment pour le câbleur de silicium, et le besoin croissant de rendement des composants. Un historique un peu sur le marché du semi-conducteur. Ce marché a suivi la loi de Moore en 2015-2016, où on avait un CAPEX qui était proportionnel à la demande de semi-conducteurs et à la performance. Depuis 2016, on est passé dans un autre paradigme où les semi-conducteurs sont de plus en plus complexes et donc le besoin de CAPEX est bien plus élevé que la production de semi-conducteurs qui est à réaliser. Et c'est porté par les marchés qui sont des marchés en forte croissance, peu importe qui l'emporte sur l'autre, mais on est porté par l'IA, l'IoT, la 5G, les véhicules électriques, la défense,
la santé, les ordinateurs quantiques, tout, qui sont des marchés d'aujourd'hui, mais aussi les marchés de demain. Alors, si on se focus un peu plus sur Semco, on va dire qu'il y avait 3 périodes. Une première période, c'est quand ECM a racheté Semco. On a doublé le chiffre d'affaires suite à l'investissement dans BFR pour pouvoir réaliser des stocks. On est passé de 5,6 millions à 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une période jusqu'en 2020 où nos clients testaient nos e-chucks et les intégraient dans leurs machines. Et après 2020, on est rentré dans une période où les machines sont de plus en plus vendues dans les fonderies et elles intègrent nos e-chucks sur les machines les plus performantes. On a eu une petite stagnation de chiffre d'affaires en 23-24 parce que un certain nombre d'équipementiers américains ne pouvaient plus livrer en Chine dû à des restrictions. Depuis, la Chine a trouvé des solutions pour remplacer ou ses fournisseurs ou augmenter la performance des machines qu'ils avaient. Et on est reparti donc cette année avec une forte croissance. On a déjà réalisé 16,6 millions de chiffre d'affaires sur le premier semestre et notre objectif est de 33 millions. On est largement dans les clous pour l'obtenir. De la même façon, la marge a progressé de façon importante puisque l'année dernière, on avait fait 36,8% de EBIT et on est aujourd'hui déjà à 38,6%. Non, je vais vous parler des étapes de fabrication pour les semi-conducteurs. Donc, les e-chucks sont positionnés à différentes étapes de fabrication. On voit le process pour réaliser des semi-conducteurs. D'abord, une oxydation, ensuite une déposition. Là, on va avoir besoin de e-chucks. On n'est pas encore présent sur ce marché, mais on a des prototypes qui sont en train d'être livrés, des essais de qualification sur des coupons qui sont en train d'être faits par des clients. Ce marché-là du CVD demande de plus en plus des e-chucks de type Semco pour thermaliser au mieux les wafers. La photolithographie, et ensuite on est présent sur le contrôle post-photolithographie où nos chucks vont apporter de la stabilité, précision, protection et thermalisation. On est présent sur la partie gravure, la partie implantation ionique où on est leader sur l'implantation ionique haute température. On fournit les plus gros équipementiers dans le domaine. Et la métallisation aussi appelée PVD, Physical Vapor Deposition. Là, c'est pareil, on a un design qui amène une grosse différence sur les performances de la machine et on travaille avec les plus gros équipementiers chinois pour ces étapes de PVD. Les chucks, donc, ils amènent une meilleure stabilité du wafer. Pour faire des semi-conducteurs de dernière génération, on a besoin que le wafer soit le plus plat possible et qu'il ne bouge pas tout au long des procédés, des process dans la machine. Avec les chucks Semco, on peut avoir des planités très très faibles et une force de clampage qui est stable dans le temps. La pureté, on a besoin le chuck est la seule pièce qui touche le wafer pendant les étapes de fabrication. On a besoin que ce chuck n'apporte pas de contamination au wafer, que ce soit contamination métallique ou contamination particulière. Avec les chucks Semco, on peut avoir des rugosités très très faibles qui permettent de limiter cet impact. L'optimisation du contrôle thermique, on a un design et on a une capacité à designer des chucks qui permettent d'améliorer les performances thermiques sur le wafer, l'uniformité thermique sur le wafer, avec des modèles qui sont capables d'aller de la basse température à la très haute température. Et enfin, l'amélioration de la stabilité et répétabilité des performances. Si on a une bonne stabilité de température et qu'on ne contamine pas les plaques, on peut aussi avoir des composants qui sont très uniformes, qui sont produits sur la plaquette, qui sont très uniformes. Et ça leur permet de vendre leur wafer plus cher. Pour fabriquer les chucks, on a près de 150 opérations de traitement, dont 30 cuissons qui durent plus d'1 jour chacune. On a plus de 2000 points de contrôle de traçabilité qui vont de la matière première à toutes les étapes de fabrication. Aujourd'hui, on était capable de fabriquer 2000 pièces par an. Avec les moyens qu'on a mis en œuvre, ça va augmenter. Et pour fabriquer un chuck, il faut en moyenne 12 semaines. On fabrique des chucks complètement, c'est-à-dire de la partie design à la réalisation, et on travaille avec les clients pour designer ces chucks. On avait une première expérience avec une ligne robotisée pour fabriquer des tables, c'est la photo qu'on voit, et on est capable de sourcer la matière première là où il faut pour s'affranchir des enjeux géopolitiques.
Donc, le Chuck qualifie la machine et le procédé de fabrication et processus de production. On a un cycle d'innovation continue en collaboration avec les clients, les équipementiers. C'est-à-dire que pendant qu'on a un modèle qui est en production, on va continuer à travailler sur les modèles futurs de la prochaine génération, de la génération d'après, voire des 3 prochaines générations. On peut avoir des partenariats, notamment avec un équipementier hollandais, jusqu'à plusieurs générations de machines. Ça se passe dès maintenant. Et au fur et à mesure, ces modèles-là vont rentrer en production et on va continuer à travailler sur les prochaines générations de machines, ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur les années à venir qui est assez intéressante. On respecte un cahier des charges donné par nos clients et on adapte les Chuck à leurs besoins techniques. On fait la conception, le prototypage des produits. On va co-développer ça avec les clients, mais la propriété du design reste exclusive à Semco puisqu'on fabrique avec nos méthodes de fabrication. Le bureau d'études est composé de 8 collaborateurs qui sont tous des ingénieurs mécaniciens ou en conception. Une fois la machine commercialisée, donc Semco continue à développer les Chuck de prochaine génération, ce qui assure un cycle d'innovation continue. On a un savoir-faire de plus de 30 ans sur la fabrication des Chuck. Tout ça, c'est autofinancé et on n'a pas de R&D immobilisé. Le Chuck est un produit qui est stratégique et qui est captif dans les procédés de fabrication des semi-conducteurs. Dès la phase d'étude, on va faire appel aux ingénieurs de nos clients avec qui on va designer le Chuck, on va fabriquer le Chuck, ils vont participer aussi à certains tests chez nous, ce qui va renforcer qui va rajouter un verrou pour qu'ils ne puissent pas changer de Chuck. Ensuite, on va leur livrer ce Chuck, eux, ils vont le qualifier chez eux, ils vont passer énormément de temps, ça coûte énormément d'argent, donc ils ne peuvent pas se permettre d'en qualifier plusieurs à la fois. Une fois que l'équipementier a marketé sa machine, il a défini sa machine, il a défini les performances de sa machine, il la vend aux fonderies, qui eux-mêmes vont aussi faire des composants là-dessus. Et à chaque fois, ça va faire des verrous supplémentaires qui ne vont pas permettre aux utilisateurs finaux de changer de modèle de Chuck tant qu'ils utiliseront la machine. Donc, on a une montée en puissance des volumes au fur et à mesure que les e-Chuck sont qualifiés et qui sont embarqués pour plus de 20 ans, ce qui est la durée de vie d'une machine en général. En 2016, on avait quelques clients en série, 6 clients en série et 7 clients entre la phase de prototypage et de qualification. Aujourd'hui, on a 5 clients en phase de prototypage, 10 clients en phase de qualification et 15 clients en série. C'est amené à évoluer dans les prochains mois. Voilà. Donc, on a un portefeuille de clients qui ne cesse de croître et avec un fort potentiel de croissance avec tous les prototypes et les qualifications qui sont en cours. Je vais faire un point rapide sur les éléments financiers du premier semestre. Donc, Laurent l'a rappelé, mais le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 16,6 millions. Une marge brute à un peu plus d'11 millions d'euros, soit 66,8% de taux de marge brute. L'EBITDA ajusté, lui, est légèrement inférieur à 41%, à 6,8 millions. Et l'EBIT, donc 38,6 à 6,4 millions, donc en ligne avec nos guidance 2025. Et un résultat net qui est robuste puisqu'il est juste en dessous des 25% du chiffre d'affaires. Il s'élève à 4,1 millions, donc après prise en compte de l'IS. Donc là, sur ces éléments-là, il y a plus de détails dans notre rapport semestriel qui a été déposé sur notre site. Donc, je vous invite à consulter ce rapport semestriel si vous voulez vraiment plus de détails. Sinon, je pourrais répondre à des questions ensuite. Concernant le bilan, donc là, on a un actif immobilisé à 4,3 millions. C'est essentiellement des actifs corporels liés à la production, ligne de production, ligne automatisée, notamment celle qui était en cours de mise en service et qui est pour l'instant dans nos IMO en cours. Les salles blanches, enfin voilà, tous ces aménagements, c'est essentiellement ça, notre actif immobilisé. Les stocks pour 7,7 millions, là, ils sont en légère croissance par rapport à la dernière clôture, mais c'est complètement en lien avec la hausse de l'activité qu'on a déjà connue sur le premier semestre et qu'on continue de connaître. Les créances clients pour 10,8 millions, elles incluent un montant de 2,4 millions
4 qui a fait l'objet d'un retraitement dans les comptes pro forma lors de notre publication du document d'enregistrement, puisque ces créances ne concernent pas du tout l'activité Itchuck, mais des activités qui étaient antérieurement chez Semco. Donc ces 2,4 millions de créances ont été réglées postérieurement au 30 juin et donc ne seront plus présentes à la clôture de l'année. Les autres créances, de la même façon, c'est essentiellement du crédit TVA, dont 900 000 € de crédit TVA qui, pareil, sont liés à des activités hors Itchuck et qui avaient fait l'objet d'un retraitement dans les comptes pro forma. Les disponibilités pour 9,8 millions, donc on a un niveau très robuste qui nous satisfait pleinement. Au niveau du passif, donc toujours pas beaucoup de provisions. L'essentiel des provisions, c'est les indemnités de départ à la retraite. Il n'y a pas de passif chez Semco. Les dettes financières pour 3,4 millions. Donc là, c'est essentiellement un emprunt qui avait été pris à fin 2024 pour le financement de la ligne automatisée. C'est un emprunt de 2 millions €. Et enfin, les dettes fournisseurs pour 10 millions, elles, un peu comme les créances et les autres créances, elles comportent un montant de 5,5 millions qui est lié à des activités hors Itchuck, pareil, qui avait été retraité dans les comptes pro forma du document d'enregistrement et qui seront soldés avant la clôture 2025. Au niveau des autres dettes, pour les 6,6 millions, donc on a 3,7 millions de dettes envers le groupe ECM. Ces 3,7 millions, c'est les 2 millions de dividendes qui ont été décidés lors de l'AG du mois de juin 25, donc sur les résultats 24. 1,7 million qui était de la dette liée à l'intégration dans le groupe fiscal dont le ECM Group était la tête. Donc ça, c'était lié à l'année précédente. Et au titre du premier semestre 25, on a dans ce poste 1,7 million de dette d'IS qui, là, pour le coup, Semco n'étant plus dans le groupe d'intégration fiscale, est directement dû à l'administration fiscale. De la même façon, si vous avez besoin de plus de détails sur le bilan, tableau de flux de trésorerie ou le PNL, je vous invite à consulter notre rapport semestriel. Je vais vous présenter rapidement le conseil d'administration de Semco pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, on retrouve dans ce conseil d'administration donc Laurent ici présent, ainsi que Marlène, donc co-gérante de l'AMA et présidente de la société ECM Group, qui du coup nous apporte des compétences notamment en matière de ressources humaines. José, qui est également ici présent sur le call, qui fait partie du board. Et aux côtés donc, de ces trois personnes, on retrouve Geoff West, qui était le vice-président exécutif en charge des achats chez ST Microélectronique, et qui du coup nous apporte une forte connaissance du secteur, parce que lui, ses fournisseurs sont finalement les équipementiers qui sont nos clients. Et on a également Patricia Mavigné, directrice générale déléguée de Thermador Group, qui, elle, nous apporte toute sa connaissance du monde de la bourse et une expertise financière pointue. Donc, ce sont deux administrateurs indépendants qui, du coup, se complètent les trois autres personnes. On a également deux censeurs dans le board, donc Maria Paublanc, qui est directrice générale de Garibaldi Participation, et Stéphane Fargis, qui est directeur investissement large cap de BPI France Investissement. Je vais laisser la parole à José pour présenter l'équipe de Semco. Voilà. Donc, une équipe jeune qui est très compétente, donc avec Lilian qui s'occupe de la partie finance, qui reporte à Evan sur toute la partie finance Semco, avec lequel on travaille et on pousse pour connaître les taux de marge par produit. On fait des analyses beaucoup plus poussées. Laurent Tertré, directeur général adjoint, qui est chez nous depuis une dizaine d'années, qui est un Gazar qui prend le relais. Olivier Priou, qui est un consultant en management qui nous aide à éduquer un peu tous ces managers. Olivier Saubin, qui est chez nous depuis une quinzaine d'années, qui est directeur commercial. Charles Perroni, directeur engineering, qui est chez nous depuis 7 ans. Xavier Formand, qui est dans le semi-conducteur depuis 28 ans. Noélie Livet, qui était une ancienne militaire qui a bâti le service qualité chez nous, avec aujourd'hui 8 personnes. Et Laurent, qui supervise notamment le responsable des achats, un responsable logistique et un responsable planning. Voilà, une équipe dynamique et motivée. Merci José.
concernant la stratégie, elle n'a pas évolué en 2 mois, donc on est toujours sur les 3 axes essentiels, industriels, où à Montpellier, on travaille pour faire une usine 4.0. La ligne automatisée de sérigraphie est en production. On est en train de valider les e-chucks. Il y a déjà un e-chuck qui est validé sur cette ligne. Et d'ici la fin de l'année, elle montera de plus en plus en production au fur et à mesure que les e-chucks seront validés par nos clients sur cette ligne de production. Les performances sont au rendez-vous et on travaille complètement en automatique sur cette ligne. Concernant les 2 autres axes technologiques, on avance sur le développement d'un e-chuck pour le CVD. Les premiers coupons et le premier e-chuck avec le revêtement qui permettra de protéger le e-chuck seront livrés en fin septembre. Et on fait une tournée en Chine avec José pour présenter ces premiers coupons à nos clients potentiels. Et au niveau commercial, comme je viens de le dire, on est de plus en plus actif pour aller voir des clients, et à la fois les clients existants et des nouveaux prospects. Pour les chiffres, 2025, on confirme les chiffres qu'on avait annoncés, puisqu'on est déjà à plus de la moitié au premier semestre. Et l'EBIT est supérieur à l'EBIT qu'on avait annoncé. Et on distribuera les dividendes qui étaient prévus. Et pour 2028, il n'y a aucune raison de revenir sur ce qu'on avait annoncé, sachant que les chiffres 2028 ne tiennent pas compte du marché du CVD. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation très intéressante. On va procéder maintenant à la session de questions-réponses. On a déjà des premières questions, mais je rappelle à nos participants qui peuvent poser leurs questions par écrit via l'onglet « Questions » en bas à droite de leur écran. Alors, une première question pour vous. Qu'apportera de plus la prochaine génération de e-chuck? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, la prochaine génération de e-chuck doit apporter moins de contamination, encore moins de contamination. C'est pour ça que les e-chucks Semco se différencient. On a la capacité d'avoir un produit qui nous permet d'avoir une rugosité très faible et des matériaux qui ne sont pas contaminants. Donc, à l'inverse de ce que font nos concurrents avec des chucks en céramique, on est sur des matériaux qui contaminent plus avec un contact céramique. Le deuxième apport, ça va être d'un point de vue capacité d'évacuer des calories. La tendance est à augmenter la puissance qui est mise dans les machines et sur les wafers pour aller encore plus vite, aller encore plus profond, notamment au niveau des gravures. Et là, il faut que les chucks évacuent encore plus de calories. Donc, on a des réponses à ces questions qui sont intéressantes et qui sont intéressantes pour nos clients. Merci beaucoup, José. Deuxième question. ASML a publié des résultats et des prévisions décevants. Quelles seront les conséquences pour les futurs résultats et revenus de Semco? Alors, on ne voit pas d'impact. Effectivement, ASML, c'est un de nos clients qui pourrait être un de nos clients sur la partie photolithographie, mais nous avons d'autres clients. Donc, quel que soit le client qui remporte la machine, il suffit qu'il y ait notre chuck dessus. Après, qu'ils se partagent le marché comme ils veulent, ça ne nous dérange pas beaucoup. Merci, José. Alors, une question plutôt financière. Quel est l'impact de l'évolution du taux euro-dollar sur votre activité? Alors, heureusement, pas beaucoup d'impact, puisqu'en fait, on avait eu la chance de pouvoir se conclure un contrat de couverture auprès de la BPI en février 2025 qui portait sur une enveloppe de 15 millions de dollars et on s'était couvert à un taux de 1,05 pour 12 mois. Donc, ça veut dire qu'on on a ce taux qui est garanti sur toutes les ventes qu'on fait en dollars. Et donc, du coup, il n'y aura pas trop d'impact, même si ça se dégrade sur les 12 mois glissants, on est couvert. Et on va refaire la même chose pour l'année suivante chaque année et on renégocie avec nos clients en fonction du cours de dollar au moment où on se couvre. Donc, voilà. Pour que ça soit totalement transparent avec nos clients et que nous, on soit complètement dérisqués. Merci beaucoup. Alors, on a une question de précision. Vos produits sont utilisés par quel type d'entreprise chinoise et comment se répartissent vos clients géographiquement? Alors, nos produits sont utilisés par les équipementiers chinois. Donc, c'est eux qui livrent aux fonderies les machines qui permettent de faire des semi-conducteurs. En aucun cas, on livre nos e-chucks aux fonderies. Et les équipementiers ou les semi-conducteurs, les fabricants de semi-conducteurs ne sont pas nos concurrents.
Les fabricants de semi-conducteurs sont nos clients, mais enfin, par l'intermédiaire des gens qui font les machines. ASML, par exemple, est un client. Après, la répartition du chiffre d'affaires, comme j'ai dit, l'Asie, c'est 50%, 40% les États-Unis et 10% l'Europe. Mais en aucun cas, on ne produit des semi-conducteurs directement, hein, comme c'était précisé dans la question. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, dans le contexte du boom de l'IA, quel pourcentage des ventes d'e-Chuck est exposé à ce secteur et comment Semco se protège-t-elle, pardon, excusez-moi, contre un ralentissement hypothétique comme un plateau des ventes ou l'éclatement de cette bulle? Alors, on ne sait pas le pourcentage. Ce qu'on sait, c'est que les semi-conducteurs les plus performants vont vers ce type de marché, mais comme je l'ai dit, ils vont vers d'autres marchés comme la santé, la défense. Alors, la défense, par exemple, tout le monde le sait, est en fort développement. Donc voilà, peu importe vers quel marché vont ces semi-conducteurs, mais en tout état de cause, les semi-conducteurs de 3 dimensions avec des fortes performances, notamment au niveau énergétique, sont les semi-conducteurs de demain et c'est là où nos e-Chucks sont utilisés. Merci Laurent. Alors, pensez-vous que l'Europe sera un marché à développer compte tenu d'une possible nécessité de souveraineté indépendante des États-Unis et de l'Asie au niveau des semi-conducteurs? Alors, l'Europe, ça dépend en fait des équipementiers. Donc, si les équipementiers européens se développent pour livrer des fonderies qui font des semi-conducteurs, obligatoirement, on suivra ce développement et notre marché en Europe grandira. Aujourd'hui, les équipementiers européens les plus performants sont déjà nos clients. À eux, après, de vendre de plus en plus de machines pour que nous, on vende de plus en plus de t-shirts. Merci Laurent. Alors, sentez-vous un impact des droits de douane aux États-Unis et des négociations entre la Chine et les États-Unis sur les comportements d'achat de vos clients? Non, on ne le ressent pas directement. Alors, José pourra me compléter, mais aujourd'hui, c'est un non-sujet, notamment parce qu'on n'était pas soumis donc, aux droits de douane du fait des exemptions dans les droits de douane qui concernaient notamment nos produits. Et de deux, comme l'avait rappelé Laurent au début, la valeur du Chuck dans le prix d'une machine, c'est moins d'1%. Donc, c'est vraiment ridicule. Quand bien même il y aurait 50% de taxes, ça passerait de 0,5% à 0,75%. Ce n'est pas là-dessus que le client va aller ticker. Hein. Les performances sont telles que finalement, l'économie ne serait pas du tout rentable. Mais José, tu as peut-être d'autres ressentis, toi qui es au contact des clients. Pour compléter ce que dit Evan, pour un client, il faut plusieurs années pour qualifier un Chuck, mettre au point la machine, amener les performances qu'il faut. Pour la fonderie, il faut beaucoup de temps aussi pour qualifier des semi-conducteurs, produire des semi-conducteurs. C'est pas parce qu'il va y avoir 10 ou 20% de frais de douane en plus qu'on va remettre en cause les millions et les millions qui ont été engagés pour qualifier une machine ou définir un produit qui ne doit pas changer pendant toute la durée de vie de la machine. Donc, ça ne remet pas du tout en cause ça. Il y a des solutions. Et nos clients américains étaient beaucoup moins affolés que nous quand il y a eu cette question des tarifs douaniers. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a zéro impact. Merci beaucoup, messieurs. Alors, vos clients sont-ils, c'est une question de précision plutôt, mais vos clients sont-ils les fabricants des systèmes utilisés pour la diffusion des semi-conducteurs ou les utilisateurs finaux des systèmes, c'est-à-dire les fabricants de semi-conducteurs? Non, nos clients sont les OEM, les fabricants de machines qui iront dans les fonderies pour faire les semi-conducteurs. C'est clair, merci beaucoup. Alors, pour les 10 clients en phase de qualification, d'ici 1 an, combien de clients vont passer en série? Enfin, voilà, on voudrait une estimation. Et combien représenteront ces nouveaux clients par rapport au chiffre d'affaires? Alors, les clients, ils sont en train de qualifier les produits qu'on leur a livrés. Quand est-ce qu'ils vont finir de les qualifier? C'est ce qu'on avait dit dans les slides, c'est entre 12 mois et 24 mois. Ça peut aller plus vite pour les suiveurs, mais aujourd'hui, c'est toujours en phase de qualification. On travaille avec eux. Comme l'a dit Laurent, on va faire une tournée en Asie pour faire le tour un peu de tous les clients qui on a fourni des prototypes et qui ont commencé à les qualifier.
Les guidance qu'on avait données pour 2028 tiennent compte de l'évolution de des commandes qui vont nous passer. Donc aujourd'hui, on n'a pas de raison de remettre ça en question. On reste sur la lignée qu'on avait annoncée. Merci José. Pouvez-vous revenir sur la stratégie adoptée par la Chine, puisqu'une grande partie des livraisons des équipementiers américains a été stoppée? Alors, vas-y Laurent, vas-y. Donc pour nous, ça peut représenter une opportunité. On est en train d'ouvrir une filiale en Chine qui nous permet de fournir le chuck. Le chuck bleu que vous voyez d'à côté de moi sera toujours fait chez nous. Mais par contre, en Chine, on va pouvoir faire certaines parties qui sont beaucoup moins techniques, comme les tables métalliques ou l'assemblage final. Donc fournir un produit qui serait chinois, même si 95% de la valeur vient de France. Donc ça arrange très bien les Chinois. Il y a un phénomène quand même qu'il faut aussi connaître, c'est que nos clients chinois sont les leaders des équipementiers et ils ont énormément peur aussi de tout ce qui peut se passer en Chine, c'est-à-dire qu'ils soient copiés par tout le monde. Donc finalement, qu'il y ait un acteur européen qui leur passe des chucks à un certain prix, ça les arrange plutôt que d'utiliser des chucks chinois à bas coût qui pourraient être utilisés par n'importe quel équipementier. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est plutôt un atout d'être ici. Tout à l'heure, il y avait une question sur l'Europe, parce qu'on voit les clients européens évoluer. C'est vrai parce que les Chinois, ils préfèrent aussi travailler avec des acteurs européens plutôt que des acteurs américains par rapport aux enjeux géopolitiques. Et c'est la même chose pour les Américains. Ils préfèrent travailler avec des Européens que travailler avec des Asiatiques. Donc, c'est pas tout le temps le cas, mais aujourd'hui, on est dans le bon secteur géographique, en tout cas pour nous. Merci José. Et alors, toujours question géographie, justement. Est-ce qu'il y a des perspectives de développement en Inde? En Inde, il n'y a pas d'équipementiers qui ont un niveau qui permet d'utiliser nos chucks. Donc, pour l'instant, non. Après, si un équipementier indien est au niveau des meilleurs Chinois ou Américains, on lui livrera des chucks. Mais pour l'instant, ce n'est pas un marché que l'on voit évoluer. C'est plutôt sur d'autres marchés asiatiques comme la Corée, le Japon, Taïwan, où là, il y a des bonnes perspectives. Merci beaucoup. Alors, comptez-vous produire un autre produit, à part les chucks, pour renforcer la position de SEMCO dans le cycle de fabrication des semi-conducteurs? On ne prévoit pas de faire d'autre chose que des chucks. Par contre, on prévoit de faire des nouvelles générations d'e-chucks. Mais ça sera toujours des e-chucks. D'accord, merci beaucoup Laurent. Alors, où en êtes-vous dans la montée en puissance de votre nouvelle salle blanche? Comme je le disais, elle fonctionne en automatique et on valide les part numbers les uns derrière les autres pour qu'elle monte en production. L'objectif, c'est qu'en fin d'année, on puisse, comme on l'avait dit, produire 4000 plaques par an. Merci Laurent pour ces précisions. Alors, est-ce qu'il existe un risque de concentration trop forte de votre activité en Asie? Est-ce que selon vous, quelle est la probabilité que les entreprises chinoises parviennent à produire la même chose que vous, mais à un coût inférieur? Alors, vas-y Laurent. Non, vas-y. Donc, une concentration trop forte en Asie, si on a plusieurs clients, et comme c'est le cas, on cherche à diversifier le nombre de clients qu'on a sur des secteurs, que ça soit un ou l'autre qui prennent le marché. De toute façon, à partir du moment où c'est notre chuck, ça ne change pas beaucoup pour nous. Au contraire, on est content de le faire. Et la deuxième partie, probabilité que les entreprises chinoises parviennent à faire la même chose que nous. La technologie utilisée, les produits utilisés sont quand même assez pointus. Donc, il y a déjà un coût pour arriver à le faire qui est important. On l'a indiqué, on utilise des lignes automatisées pour les faire. Donc, le coût de la main-d'œuvre a un impact moins important pour nous que ça peut l'être dans d'autres domaines. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vois pas d'acteurs arriver. Nos clients ne voient pas d'acteurs arriver parce que sinon, ils ne s'engageraient pas avec nous sur les 5 années à 7 années à venir sur le développement des prochaines générations de machines. Et puis, on s'est spécifié avec des produits qui sont quand même assez techniques, assez spécifiques et
copier, ça peut se faire, mais être capable de copier, de définir les prochaines générations, ça demande encore plus de temps. En tout cas, il y a suffisamment de barrières à l'entrée et on a des yeux suffisamment ouverts à travers nos clients pour voir ce qui se passe. Merci José. Alors, où êtes-vous basé en France? Quels sont vos effectifs et quels seraient vos besoins en matière de ressources humaines? Alors, nous sommes basés à Montpellier. Nous sommes 56 personnes. Dont 55 à Montpellier. Dont 55 à Montpellier. Les besoins, c'est des ingénieurs pour être plus proches de nos clients, des opérateurs, mais de moins en moins parce que les machines sont de plus en plus automatisées. Voilà, donc, mais il n'y a pas de problème de ressources humaines. En plus, Semco fait partie d'un groupe où il y a 750 collaborateurs. Il y en a déjà 2 collaborateurs qui étaient dans le reste du groupe et qui ont rejoint Semco. Donc, il y a une base de personnes compétentes qui permettent aussi d'aller d'une entreprise vers l'autre. Donc, on n'a pas de sujet RH majeur. Merci pour cette précision. Alors, nous avons 3 questions de la part d'un investisseur. Quelle est votre part de marché par rapport aux concurrents? Quelles sont vos forces pour aller chercher de nouvelles parts de marché? Et quelles sont les faiblesses sur lesquelles vous travaillez? Alors, je vais répondre à cette question. Quelles sont les parts de marché par rapport à nos concurrents? Sur certains secteurs, on a une grosse part de marché, les composants de dernière génération 3D, mais sur d'autres types de composants, on est peu présent, notamment sur le CVD, on n'est pas présent du tout. Quelles sont nos forces pour aller les chercher? C'est justement la technicité de notre produit. Il apporte beaucoup d'avantages, mais il ne peut pas travailler dans un environnement chloré, fluoré. On a mis au point un procédé pour faire un traitement thermique, un revêtement sur nos chucks pour qu'ils soient capables de travailler dans cet environnement-là. Et c'est un des gros axes sur lesquels on travaille, qui ne sont pas inclus dans nos guidance, de travailler sur le CVD, de proposer des chucks pour le CVD. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur de plus en plus d'applications dans ce domaine-là de CVD, on va travailler à basse pression. Et aujourd'hui, nos concurrents fabriquent plutôt des éléments chauffants, pas des heat chucks pour ce marché du CVD. Et la prochaine génération de machines de CVD, ça se fera avec des heat chucks et non plus que des éléments chauffants. Donc là, on a une forte carte à jouer pour remporter ce marché. Les faiblesses, c'était celles que je viens de vous dire, c'est-à-dire capacité à résister à des environnements fluorés, chlorés, et capacité à transmettre encore plus de calories vers le reste de la machine. C'est les axes de développement sur lesquels on travaille. Merci José. Et votre produit HeatChuck Semco est-il protégé par un brevet? Alors, le HeatChuck Semco, ça vient d'un brevet du CEA Leti. Aujourd'hui, on a longtemps fait des brevets. Aujourd'hui, on a une stratégie qui est un peu différente. Pour pas dire à tout le monde comment on fait, parce qu'un brevet qu'on dépose en France, il a pas de valeur en Chine et on n'a pas envie de montrer à tout le monde comment on fait nos chucks. La meilleure protection qu'on peut avoir, c'est la technicité qu'on amène, c'est d'évoluer en permanence et d'être en permanence au contact de nos clients et leur proposer des produits qui leur permettent d'aller au plus vite sur les besoins de leurs clients à eux. Merci beaucoup. Quelle est la durée de vie d'un chuck sur une machine? Ça dépend. Il y a pour les applications de carbure de silicium, le chuck il va durer 12 mois. Sur d'autres applications où le chuck il est protégé, notamment l'inspection post-photolithographie, il peut durer 10 ans parce qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'environnement acide, c'est juste du vide, c'est juste des conditions de travail normales. Et le chuck résiste à une longue durée de vie s'il travaille sans environnement corrosif. Merci beaucoup. Alors, nous avons plusieurs questions concernant le CVD. À quelle échéance vous pensez être opérationnel? Est-il possible pour vous de revenir sur le marché du CVD, ainsi que sur la montée en puissance de cette activité chez vous? Alors, on l'avait dit lors de premier roadshow, le CVD, c'est à peu près le double du marché du PVD. Ce marché du CVD, aujourd'hui, on n'a pas de chiffre d'affaires sur le CVD. Ce marché du CVD est le dernier marché où on va avoir une forte évolution technologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de disruptif sur ce marché pour qu'il y ait une nouvelle évolution des composants.
Comme je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent avec des éléments chauffants. Le wafer est posé sur cet élément chauffant et la pression de travail de la chambre permet d'avoir cet échange thermique. Demain, c'est plus vrai. Les nouvelles générations, en fait, ils vont travailler beaucoup plus bas en pression et ils pourront plus utiliser que des éléments chauffants. Il va falloir qu'ils utilisent des chucks. Donc, la montée en puissance de cette activité chez nous est un domaine important sur lequel on met beaucoup d'énergie. Comment ça va évoluer? On a déjà consulté nos clients et on en a beaucoup qui sont intéressés. Comme l'a dit Laurent, on a fait un prototype qu'on va livrer à un de nos clients. On est en train de faire des coupons qu'on propose aussi à certains de nos clients pour qu'ils fassent des essais d'attaque chimique. C'est ce qui est en train d'être fait. Ça va être fait d'ici la fin de l'année. On aura les résultats. Le dépôt qu'on a fait, c'est un dépôt qui est connu dans ce secteur-là, mais on a cherché, nous, à avoir pas uniquement avoir la capacité de faire ce dépôt, mais le faire nous-mêmes en ayant une machine qui soit la meilleure machine disponible sur le marché et qu'on maîtrise ce dépôt, qu'on le fasse chez nous avec la meilleure machine du marché. Merci beaucoup, José. Quels sont, selon vous, les principaux risques concurrentiels à surveiller? Aujourd'hui, en fait, on travaille avec les leaders américains, les leaders chinois. On a des programmes de développement avec eux sur pas mal d'années. Comme Laurent le disait, on a aussi des nouveaux clients qui viennent nous voir, qui sont des gros clients. Certains fabriquaient eux-mêmes les chucks et viennent nous voir parce que ils arrivent aux limites technologiques de leurs chucks. Donc, on a un produit qui est arrivé à maturité, qui amène quand même pas mal de bénéfices dans le milieu des semi-conducteurs pour les composants de nouvelle génération. Donc, aujourd'hui, on va dire la surveillance, elle se fait à travers les yeux de nos clients qui sont les leaders de ce marché et qui regardent ce qui se passe partout à travers le monde. Et c'est eux qui ont la vision. Ils sont en contact avec les fonderies, avec les plus grosses fonderies au monde. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, ils sont au courant. Et s'il y avait quelque chose qui arrivait, qui serait du niveau technologique des chucks qu'on propose, on serait au courant assez rapidement. Merci, José. Alors, nous avons une dernière question. Quelle est la part de la R&D dans les dépenses de la société? Aujourd'hui, en fait, on ne suit pas précisément la R&D puisqu'elle n'est pas immobilisée et qu'en fait, elle est partie intégrante de tous les process de production et de vente de nos chucks, puisque chaque chuck est designé en fonction du cahier des charges de chaque client. Et chaque fois qu'un besoin est nouveau et plus poussé, il y a de l'R&D qui est fait dans la conception. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que généralement, il y a à peu près un quart des effectifs qui contribuent vraiment à cette conception. Donc, si on prend un peu nos charges de personnel, ça fait entre 3 et 5% du chiffre d'affaires. Ouais, selon les moments, selon les années, selon la proportion de nouveaux chucks au sein d'une année. Mais c'est des estimations internes. Ne prenez pas pour argent comptant. Eh bien, merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions. On arrive au terme de ce webinaire. Je tiens à préciser à tous nos participants qu'un replay sera disponible dans quelques jours sur le site web de la société pour revoir la présentation. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps, vos explications très claires, d'avoir répondu à nos questions. Et je remercie les participants de vous être connectés. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.